Blow Up est l'un des films les plus connus de Michelangelo Antonioni. Beaucoup de personnes s'interrogent sur ce cinéaste singulier, auteur italien d'œuvres célèbres. Considéré comme trop intellectuel par certains, pas assez populaire pour d'autres, Michelangelo Antonioni est classé comme un moderne au bon sens du mot, c'est-à-dire un moderne anti-moderne. On lui reprocha cependant sa sobriété, son style elliptique et la facture sophistiquée et élégante de ses œuvres. Il est sans conteste l'un des très grands auteurs de l'histoire du cinéma. Le réalisateur italien n'est pas de ces artistes marqués à jamais par les premières expériences de l'adolescence, tels Pavese ou Fellini. Je n'ai pas de souvenirs, je ne me retourne jamais derrière moi, c'est à peine si je me regarde quand je me rase. Je n'aime pas qu'on sache tout de moi, ce qui compte, ce sont mes films. Voilà ce que Michelangelo Antonioni répète très souvent. Une discrétion qui force le respect, car ces quelques phrases disent aussi la pudeur stylistique de l'artiste. Pas besoin d'un public miroir. Partant du néoréalisme italien avec des documentaires, il va progressivement s'intéresser à un cinéma plus intellectuel en apparence, pour tenter de saisir l'absence. Andreina! Quelle absence? Quel vide? Andreina! C'est là que la chose se complique. Ce sont des notions difficilement discernables au premier abord. Mais pour rendre concret tout cela, il faut se rendre à 3 heures du matin dans une gare et d'observer, de ressentir ce vide comme si la réalité s'était désertée elle-même, tout en étant toujours là. Comme si l'être humain s'était absenté du monde et que ce dernier tournait sans lui. Comme si l'individu devenait spectral, fantomatique à lui-même et s'effaçait peu à peu de la surface du monde. S'il existe encore, c'est à l'état latent. Ce qui rend ce moment encore plus étrange est le silence qui envahit certaines séquences, plus important que les dialogues, séquences parfois accompagnées aussi de musique contemporaine pour signifier la faille, le vide. Cette inquiétante étrangeté. Voilà pourquoi Antonioni va, sans affectation et sobrement, aborder les thèmes de la solitude de l'individu dans son rapport au monde et à l'autre. Sentiment d'inertie, non-communication, ambiguïté, complexité, jeu des apparences, tromperie de l'idéologie, mort lente de l'individu dans un monde de plus en plus en proie à une anorexie existentielle. Les personnages des films d'Antonioni sont des êtres déchus de leurs rêves ou de leurs illusions. Ils sont parvenus au carrefour dans un monde où plus rien n'est possible. Son goût du factuel, du traitement distancié, proche du détachement, tente de saisir ce moment fragile, chose que l'on retrouve dans certains titres de ses films. Le désert rouge, l'éclipse notamment. On pourrait se rappeler le caractère fantomatique de ces personnages, les décors arides, voire désertiques de ces films, comme dans Profession reporter, ou La plaine du Pô et le brouillard dans Le Cri, ou dans Identification d'une femme. Dans plusieurs films d'une facture classique, Chronique d'un amour, 1950, La dame sans camélia, 1953, Femme entre elles, 1955, d'après Cesare Pavese, ou L'Avventura, 1960, plus moderne, des femmes tentent d'aimer mais n'y parviennent pas, soit par désespoir, soit à cause de la lâcheté des hommes, ou encore par incapacité dans un univers devenu futile. Dans La Notte, 1961, Lydia constate son désamour vis-à-vis de son mari, Giovanni, rongé par la frivolité, la froideur et la vanité intellectuelle. Dans L'Éclipse, 1962, après une rupture, Vittoria hésite à s'engager avec un jeune homme travaillant à la bourse, métier en monnaie d'échange incompatible avec l'amour qui suppose l'intérêt de l'autre et la lenteur, dans un monde rapide et en plein bouleversement. Les dernières minutes filment l'endroit où les deux personnages du couple auraient dû se retrouver. Ils ne sont pas là et la relation a avorté. On n'oubliera pas que les films du cinéaste ont une architecture admirable. Espace ouvert, temps suspendu, pureté des lignes, éternel présent, présence des objets. À rapprocher du peintre Piero della Francesca, son peintre préféré, ou Giorgio de Chirico.
Rendons un petit hommage à la beauté radieuse de Monica Vitti qui illumine certains films de Michelangelo Antonioni. On comprend d'autant mieux pourquoi, dans Profession reporter, David Locke, un reporter de télévision, après le photographe de Blow Up, tente d'échapper à lui-même et se dédouble. Il prend une autre identité, une identité de synthèse. En vain, évidemment. Car on ne peut pas être autrui et échapper à son moi ou à sa condition. Qui a oublié cet hallucinant plan-séquence de 7 minutes, un tour de force technique qui conclut le film, et où la mort et le meurtre rôdent sans que l'on ne voit rien. Ce plan qui sort de la chambre par la fenêtre et qui s'échappe pour cadrer tout l'hôtel, le cinéma de Michelangelo Antonioni a cette force du non-dit, de l'indicible et de l'invisible qui recouvre nos existences. Personne n'a filmé la mort de cette façon. Buenas tardes. ¿Mr. Robinson vive aquí? Sí, está ahí, en esa habitación. ¿Nos puede acompañar? Sí, claro. Su mujer está en la primera habitación. ¿Qué es lo que pasa? Nada, no se preocupe, vaya. ¿Qué hacen ustedes aquí? Venga, levántese y fuera de aquí. ¡Fuera! ¿Qué pasa? ¿Pero qué? Avec Blow Up, Antonioni interroge plus précisément cette modernité qui change de plus en plus vite. Ce n'est pas un hasard s'il a choisi cette nouvelle de Cortázar, Les Fils de la Vierge, auteur versé dans le fantastique quotidien à la suite de Franz Kafka et de Dino Buzzati. Michelangelo Antonioni est proche aussi en cela de Luigi Pirandello, de Pavese et de Moravia, mais aussi du théâtre de Samuel Beckett. Antonioni est le cinéaste des leurs et de l'esprit qui fictionne la réalité, comme l'évoque Aldo Tasson dans un livre où il écrit « Ce qui intrigue le cinéaste n'est pas le rapport psychologique et moral entre le photographe et le couple, mais le rapport ontologique entre le professionnel de l'objectif et la réalité tout court. » À l'époque de Blow Up, nous sommes en plein Swinging London, mouvement culturel se déroulant dans les années 60 au Royaume-Uni. Menée par les jeunes, elle valorise la modernité et l'hédonisme. Les arts, la musique et la mode de Londres en sont les principaux fleurons. Cette évolution est alimentée par le baby-boom et la forte croissance économique de l'après-Seconde Guerre mondiale. Elle constitue le pendant consumériste de la contre-culture underground qui se développe au même moment. Parmi les symboles, il y a les Beatles, la mini-jupe de Mary Quant, les mannequins populaires comme Twiggy ou Jean Shrimpton, les grandes zones commerciales de Londres, King's Road, Kensington ou Carnaby Street, le militantisme du mouvement anti-nucléaire et la libération sexuelle. La musique occupe donc une place prépondérante comme les Who, les Kings, les Small Faces ou les Rolling Stones, dont les chansons passent sur les radios pirates comme Radio Caroline ou Swinging Radio England. Dès le début du film, dans un montage alterné, le cinéaste met en scène une troupe de trublions, des mimes dans une Jeep, puis un homme, Thomas, qui, habillé pauvrement, sort d'un refuge de sans-abri. Les mimes parcourent la ville en courant et au son de leurs joyeux cris demandent l'aumône à des personnes dont Thomas, qui entre-temps était monté dans une superbe décapotable. On se rend compte que Thomas n'est pas un sans-abri, mais un photographe de mode, inspiré par David Bailey. Il a changé de statut social, si l'on peut dire. Il avait revêtu des vêtements pour pouvoir effectuer son reportage sur les sans-abri. Blue 439. Blue 439, over. Blue 439, go ahead, please, over. Phone Western 0219. Tell them I'm on my way, will you? Roger Wilco, stand by. Son réel mode de vie est celui d'un petit bourgeois, celui d'un photographe qui vit sans souci, frivole, satisfait de sa vie légère.
Celle-ci est comme une bulle de champagne, phénomène encore plus accentué de nos jours dans les métiers artistiques. Il ne voit pas bien le réel et quand il met les pieds une nuit dans un refuge pour sans-abri, il a encore sa combinaison de photographe sous ses vêtements de théâtre qui lui permettent de se déguiser en pauvre. C'est tout le côté emblématique de cette séquence. Et le réel doit venir l'ébranler encore plus durement pour que la vision légère de Thomas vacille véritablement. Et c'est justement par un artifice, la photographie, que le réel va s'introduire dans son monde douillet. Car avec ses yeux et ses sens à lui, David ne voit rien et ne sent rien. Bien sûr, il y a là, chez Antonioni, un métadiscours sur le cinéma lui-même, comme dans la scène de Profession reporter où David Locke se voit retourner par le dirigeant africain sa caméra contre lui, montrant donc le processus. Revenu dans son monde, on l'observe dans son métier. Il fait développer ses négatifs et rejoint un modèle. Les 2 séances de photos qui suivent sont là pour indiquer comment Thomas gagne sa vie. Il est dans la représentation, pas seulement photographique, mais dans celle où la société bourgeoise fait scintiller ses signes, la mode. Good. Now the hair, marvelous. On le voit dans sa superficialité où il joue au petit maître, prenant ses modèles pour des êtres désincarnés. La première, sorte d'acte sexuel sans acte, comme sublimée, impuissante, est extatique et abstraite, sauvage et froide. Et d'ailleurs, Thomas se relève froidement, comme après avoir bien joué. Aussi plate que celle de la libération sexuelle, comme le cinéaste le montrera plus tard. Great. Great. And again. Go on. Back, back. Arms up. Stretch yourself. Really easy. Great. And again. Go on. Go. Great. That's it. Keep it up. Lovely. Yeah, make it come. Great. No. Head up. Now for me. Now, go on. Yes. Thomas fréquente un peintre, Bill, à qui il veut acheter une toile inachevée, puis sa compagne, Patricia. Il achète aussi des objets sur un coup de tête dans un magasin d'antiquités, une hélice. Bref, il n'a aucune réelle curiosité pour ce qu'il photographie. Tout est objet et objectif à travers son appareil et ses yeux. C'était le cas de la première scène avec les sans-abri. Thomas regarde cela d'un air indifférent dans ce swinging London qui s'en soucie tout aussi peu. Ce n'est pas un hasard si le cinéaste nous fait visiter les différentes maisons ou immeubles des classes populaires enfermés dans des cubes de béton. Mais brusquement, tout va changer. L'incongru va jaillir par le hasard. Ici, un endroit quasi désert, comme une forêt où rôde l'étrange. Et Thomas part faire des photographies. Il s'agit du Marion Park, dans le district de Charlton, au sud-est de Londres. Thomas repère un couple qui s'embrasse. Il le photographie de loin au début, puis s'en approche. On se rend compte du silence qui ponctue presque tout le film. La femme, Jane, s'aperçoit de sa présence et, contrariée, lui réclame les négatifs. What are you doing? Stop it! Stop it!
me those pictures. You can't photograph people like that. Who says I can't? I'm only doing my job. Some people are bullfighters, some people are politicians. I'm a photographer. This is a public place. Everyone has the right to be left in peace. It's not my fault if there's no peace. You know, most girls would pay me to photograph them. I'll pay you. I overcharge. There are other things I want on the reel. Elle va même jusqu'à le mordre, mais Thomas esquive. What do we do then? I send you the photographs. No, I want them now. No! What's the rush? Don't let's spoil everything. We've only just met. No, we haven't met. You've never seen me. Elle s'éloigne, s'arrête près d'un buisson, puis s'enfuit. Thomas prend en photo le moment sans se rendre compte que celui-ci va faire basculer sa vie. Même le spectateur n'a pas fait attention. Nous sommes trop loin. On ne voit pas tout. Thomas vaque à des occupations diverses. Il tombe sur une petite manifestation anti-guerre et une militante place une pancarte dans sa décapotable avec l'acceptation de Thomas, mais en cours de route, celle-ci s'envole. Preuve de l'insouciance de Thomas envers la politique. Il n'a aucune opinion. Il retrouve son éditeur Ron dans un restaurant et lui présente son travail. You want to use a lock? Don't you like him? Great. We use 3 or 4. Spread through the book. No, all together. Puis, il a l'impression d'être suivi. Someone we know. Il sort et suit son suiveur. En rentrant chez lui, Jane le rejoint, visiblement inquiète. I've come for the photographs. How did you manage to find me? Do you live here? Ils discutent. La séquence joue sur le fil. Jane tient à récupérer les photos. Elle est nerveuse. Thomas le sait. Chacun cache ses intentions. Joue au chat, à la souris ou joue un rôle. What's so important about my bloody pictures? That's my business. The light was very beautiful in the park this morning. A shot should be very good. Anyway, I need them. My private life's already in a mess. It would be a disaster if... So what? Nothing like a little disaster for sorting things out. Toute la petite musique de la scène est d'être rythmée à contretemps pour ne déboucher sur rien. L'art de la mise en scène d'Antonioni est de ne jamais aller à l'essentiel, d'étirer le temps dans ses justes proportions et de mettre en lumière toute la dissimulation des personnages dans leur confrontation. Quand le téléphone sonne, Thomas résiste, mais comme un gamin, il se jette sur l'appareil.
et prétend à Jane qu'il s'agit de sa femme. Puis il brode sur celle-ci et invente une histoire. Il est captif de tout événement comme un morceau de musique et impose à Jane la manière dont il faut bouger, à contretemps comme toute la séquence. Tout ce qu'il y a en filigrane de crispant ressort peu à peu, mais avorte. You can smoke if you like. Slowly, slowly. Against the beat. Quand Jane demande de l'eau, elle en profite pour partir avec l'appareil photo, mais Thomas a deviné ses intentions. Alors elle tente le tout pour le tout et retire sa chemise. Mais Thomas lui dit de se rhabiller. Antonioni évite de troubler le spectateur en élaguant la nudité de Jane. Et lui donne une pellicule, mais qui n'est pas celle qu'il a utilisée. Là encore, comme dans un jeu. Jane alors l'embrasse et ils sont prêts de faire l'amour quand ils sont interrompus par la livraison de l'hélice. Là encore, Thomas ne résiste pas. Don't go. Au lieu de poursuivre leurs ébats, Jane s'en va et Thomas lui demande un numéro de téléphone. Well, at least tell me your name or your telephone number. Tout a été leurre et simulacre. Thomas développe les photographies du parc par agrandissement successif, d'où le titre Blow Up. Troublante séquence, superbe esthétiquement. Durant près de 10 minutes et 30 secondes, presque silencieuse, sans quasi-musique, où le photographe est confronté à sa propre création qui lui révèle autre chose que ce qu'il avait vu. Il procède par tâtonnement. Développement des négatifs, contact, sélection, agrandissement. Il les accroche dans son studio et reconstitue la séquence. Et il observe. Comme des photogrammes d'un film qui sont la matière même du cinéma d'Antonioni, ce que l'on ne voit pas tout de suite, mais que l'on doit deviner.
Et Thomas devine peu à peu ce qui est caché. Il agrandit, il reconstitue encore. Ce sont les photos qui révèlent ce qu'elle recelait. Et ce sont par ces agrandissements, procédés somme toute classiques, que Thomas voit. Ses yeux n'étaient pas suffisants. Le photographe de mode britannique John Cowan est l'auteur des photographies. Il voit, mais il n'a pas tout vu. Il appelle Jane, mais elle lui a donné un faux numéro. Le mystère s'épaissit. Puis il appelle Ron et lui annonce qu'il a en fait empêché un meurtre, croit-il. Surviennent les deux mannequins, et là encore, Thomas suit son impulsion en oubliant la conversation qu'il avait avec son éditeur. Un moment de folie s'ensuit. Thomas les déshabille et elle se prête au jeu en le déshabillant à leur tour. On passe au moment où elle le rhabille et où Thomas se réveille, sans doute, après avoir fait l'amour avec elle. Cet épisode est une imagerie de toute la superficialité de l'époque, libération sexuelle, joie, extase de pacotille qui ne mène à rien. Le cinéaste la place entre deux développements de photos précisément. C'est juste à ce moment que Thomas comprend et met à la porte les deux mannequins. Moment donc futile et jetable dont la mémoire ne retiendra rien. Par contre, le trouble est juste après, qui peut être fixé, lui. Les agrandissements en noir et blanc des photos du meurtre dans le parc ont été réalisés par Don McCulling, célèbre photographe de guerre qui avait accompagné Antonioni durant les repérages. Thomas saisit un détail sur une photo. Il est travaillé de l'intérieur. Il l'agrandit en prenant la photo à son tour et voit enfin le corps de l'homme qui a été tué. Cette seconde scène est plus courte, près de 2 minutes 45 secondes. Cette découverte survient juste après qu'il a fait l'amour avec les mannequins. Antonioni renouvellera la chose. Il n'explique pas le motif du meurtre. On peut supputer qu'il s'agit de l'élimination d'un homme gênant, politicien ou autre. Non, ce qui le passionne, c'est la découverte du mort par un détail, une photographie. Seul l'artifice de la photo ou du cinéma permet de mieux voir que nos propres yeux.
Ajoutons que si le procédé photographique a enregistré platement un cadavre, même un détail, c'est ce détail factuel qui ébranle Thomas. C'est la photographie qui voit et qui interroge son utilisateur, renversant les polarités. Étrange face à face où le cinéaste revient à la matière même du cinéma, l'épure totale. Une histoire sans plus d'histoire et la fin de toute histoire, la mort. En pleine nuit, Thomas se rend dans le parc et découvre le cadavre allongé près du buisson. Précisément, ce sont les agrandissements qui mènent Thomas au cadavre, à la réalité. Contrairement à ce que certains critiques ont pu dire, le cinéaste ne se moque pas seulement de la valeur subjective, imaginaire, que tout à chacun attribue à un objet ou à un événement, selon le contexte donné. Tout au contraire, Thomas n'imagine rien. Les photographies développées et agrandies ont matériellement montré qu'un meurtre avait eu lieu. Seule la photographie a permis de le voir, tout comme le cinéaste se sert du cinéma pour nous apprendre à mieux discerner et comprendre. Et ce que Thomas découvre, c'est un mort, certes, mais la mort proprement dite, son destin, le destin d'un monde qui a tout perdu, qui ne peut plus croire dans ses représentations. Le cinéma d'Antonioni est ce cinéma-là. Nous sommes alors dans une histoire spécifique de la métaphysique occidentale du moins, la mort de toute utopie, aussi bien religieuse que révolutionnaire. Même l'hédonisme du Swinging London n'est qu'une parodie de la joie de vivre, une joie sinistre. L'individu contemporain a abdiqué de son émerveillement du monde pour se recroqueviller dans son petit monde intérieur. Il ne regarde plus les étoiles, il n'a plus de mémoire, mais se perd dans les méandres intérieurs de l'hallucination. Cette négation du réel ne peut qu'aboutir qu'au vide, au désert, tant extérieur qu'intérieur, où l'individu a cessé d'être, a perdu toute existence et toute présence. Il n'y a plus que la mort. C'est notre monde actuel et Antonioni avait perçu ce qui arrivait. Ici se révèle le caractère emblématique du personnage antonionien. Il n'a plus qu'à errer dans un monde déserté, sans croyance. Il revient chez lui, ressort et surprend Bill et Patricia faisant l'amour. Là encore, une scène d'amour après la découverte du cadavre. Patricia l'aperçoit, ne s'offusque pas et l'invite à regarder, ce qui renvoie Thomas à son métier de photographe, mais dans une conclusion opposée. Thomas découvre la réalité à travers la photographie, alors que Patricia, dans la réalité, a besoin d'un voyeur, d'un tiers, effaçant son amant réel pour jouir, vivant par procuration. Thomas est plus excité par la découverte d'un mort que par un acte sexuel réduit dans cette libération à un emboîtement anatomique. Le plan sur le tableau contemporain renvoie à la scène juste après. Thomas découvre qu'on a cambriolé son studio, qu'on lui a volé photos et négatifs. Sauf un seul agrandissement, celui du mort. Il n'a pas rêvé. Patricia lui rend visite. On pourrait croire qu'elle vient pour parler de la scène précédente, mais à contretemps, Thomas avoue qu'il a découvert un cadavre dans le parc. That's the body. Et Patricia esthétise la photographie en disant « Looks like one of Bill's paintings. Yes.
oubliant qu'il y a un corps réel au lieu de taches de peinture sans aucun sens. Visiblement, elle s'en moque. Toute la futilité d'une époque qui ne se préoccupe que d'elle-même. Voilà, au fond, ce qu'elle ne veut pas voir. Désemparé, Thomas appelle son éditeur et le rejoint dans un endroit. En route, il revoit Jane par hasard et la suit jusqu'à un club où a lieu un concert des Yardbirds. Lorsque le guitariste brise sa guitare suite à un larcène dans le haut-parleur et en jette le manche dans le public, ce dernier, qui était apathique, devient déchaîné. Une mêlée furieuse s'ensuit. Thomas parvient à s'emparer de la relique, puis s'enfuit. Cette séquence est aussi révélatrice que celle de la photo. Non seulement le cinéaste se moque de ce Swinging London, tant le concert est passablement morne et où les spectateurs sont prêts à s'étriper pour un morceau de guitare. Mais il indique que tout ce petit monde agit mimétiquement comme un seul homme en fonction de leur icône du moment, c'est-à-dire valorise un ridicule emballement tribal simplement par le regard des autres qui, s'imitant, déifient, tels les adeptes d'une religion, un banal artefact. Même Thomas subit cet emballement. Mais dès qu'il échappe à la foule, l'objet perd toute valeur. Il le jette par terre et une autre personne extérieure au concert vient s'en emparer pour le repousser à son tour. Thomas a aussi perdu la trace de Jane. On peut se demander si Antonioni ne se moque pas au passage de l'art contemporain dans les signes dérisoires qu'il impose par transgression obligée. La chose est encore plus claire avec la scène suivante. Thomas rejoint le club où est Ron. Il voit des jeunes en train de fumer des pétards dans leur trip intérieure, déconnectés. Même quand il dit à Ron que quelqu'un a été tué, son ami n'a rien à lui dire. I want you to see the corpse. We've got to get a shot of it. I'm not a photographer. I am. Il croise un mannequin à qui il dit I thought you were supposed to be in Paris. I am in Paris. c'est dire si la subjectivité peut inventer n'importe quoi alors que Thomas a vu une chose réelle, matériellement constatable, la mort. Les deux mondes sont totalement opposés. Dès lors, désemparé, Thomas se laisse entraîner par Ron dans la petite fête. Précisément, Thomas abandonne sa recherche et accepte. Il a entrevu le réel, mais ne s'en soucie plus. What did you see in that park? Nothing. Ron. Au petit matin, lorsque Thomas retourne au parc pour photographier le cadavre, celui-ci a disparu. On voit comment le cinéaste étire la scène pour jouer sur le vide, l'absence, les détails, histoire de nous faire ressentir
ce vide. Chose qui ennuie parfois les spectateurs, mais pourtant bien présente dans notre vie. Pensons au lendemain de fête. Il aperçoit les mimes apparus au début du film. Ces derniers sont grimés et costumés comme au théâtre. Ils jouent alors à une partie fictive de tennis. La balle de tennis imaginaire va en dehors du terrain et les mimes somment, sans parler, à Thomas d'aller ramasser la balle et de la leur rendre. Quand la partie reprend, les bruits de la balle se font entendre distinctement. On peut interpréter cela aussi comme une critique de la société du divertissement qui escamote la réalité. Et Thomas baisse les yeux comme pour réaliser la différence entre ce qu'il a découvert et le spectacle qu'on lui fait jouer. Puis, si l'on écoute la bande-son, on n'entend plus les balles de tennis dans le plan général juste après. Thomas, alors au centre de l'écran, disparaît, comme le cadavre. Pourquoi cette disparition ? Tout simplement parce que Thomas a entrevu à un moment la réalité grâce à la photographie. Il se retrouve obligé de jouer un rôle et de croire que la partie de tennis est réelle alors qu'elle ne l'est pas. En acceptant de se prêter à cette comédie, il disparaît en tant qu'être humain, englouti par l'imaginaire des autres, qui lui font prendre la fiction pour la réalité, à l'égal du concert de rock. Antonioni a fait, lui, en tant que cinéaste, le chemin inverse. Ceci est corroboré par le fait que les mimes apparaissant au début et à la fin sont plus de joyeux drilles déconnectés, amusants farfelus, totalement inaptes à saisir le réel, dans sa complexité, n'ayant comme seule occupation que d'envahir la ville en courant et en riant ou à jouer une partie de tennis qui n'existe pas. L'imagination n'est pas garante d'une compréhension du réel, mais son travestissement quand elle est perdue dans sa propre contemplation. Alors que le cinéaste, grâce à un instrument imaginaire, une nouvelle, un récit, un film, indique que l'on peut mieux voir la réalité quand on s'y penche avec attention, d'une façon singulière, en dehors du regard des autres, au lieu de se confondre à ces derniers qui font disparaître cette même réalité. Le film d'Antonioni touche donc à un point historique de notre rapport au monde depuis la révolution industrielle, en indiquant que dorénavant, nous sommes entrés dans une époque où l'individu n'a plus comme miroir que sa propre perdition dans son extase intérieure. C'est l'histoire même de l'art qui est touchée ici, aboutissant à l'abstraction, l'élimination du réel.
et au non-sens. Smile. Le cinéma n'est plus une fenêtre sur le monde, mais un mur où tout à chacun peut s'y enfermer et tourner sans fin comme dans le vide intersidéral. La fête est finie.